En Guinée, plus de 8 ans après le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, les juges d'instruction guinéens qui enquêtent sur les faits ont transmis le dossier au parquet. Les forces de l'ordre tunisiennes souhaitent bénéficier plus de protection dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ont demandé aux députés d'adopter un projet de loi qui leur donnera de meilleures garanties. Le Burundi, désormais dans le collimateur de la CPI, les juges de l'institution ont autorisé l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés dans les troubles survenus entre 2015 et 2017 dans le pays. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Sika en Guinée. Plus de 8 ans après le massacre du 28 septembre au stade de Conakry, les juges d'instruction guinéens qui enquêtent donc sur les faits ont transmis le dossier au parquet. Cet acte ouvre désormais la voie à un procès, mais l'instruction sera définitivement clôturée après les réquisitions du procureur de la République. Reportage. Les juges d'instruction guinéens qui enquêtent sur le massacre du stade de Conakry en 2009 ont transmis le dossier au parquet. Ils ouvrent ainsi la voie à un procès plus de 8 ans après les faits. L'annonce a été faite jeudi par le ministère guinéen de la Justice. Les 3 juges d'instruction avaient notifié dès lundi au parti la fin de l'information judiciaire. Le ministère de la Justice a indiqué pour sa part dans un communiqué que le pool des juges d'instruction avait transmis le dossier au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dissine pour règlement définitif. L'instruction sera définitivement clôturée après les réquisitions du procureur de la République. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara, chef de la junte de l'époque. Moussa Dadis Camara vit en exil au Burkina Faso où il a été inculpé en juillet 2015 par des magistrats guinéens pour son implication présumée dans le massacre. D'un procès à un autre au Burundi, les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ouverture d'une enquête sur de présumés crimes contre l'humanité dans les troubles survenus entre 2015 et 2017 dans le pays. Des crimes qui auraient fait au moins 1200 morts. L'ouverture de cette enquête intervient quelques jours après le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale. Crimes commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015 et jusqu'au 26 octobre 2017. La CPI, se mêlant de la danse, a pris une décision rendue sous scellé le 25 octobre. En effet, elle a autorisé le procureur de la CPI à ouvrir une enquête relevant de la compétence de la Cour. C'est un communiqué du tribunal qui siège à La Haye qui véhicule l'information. Cette autorisation, qui fait suite à l'examen préliminaire lancé en avril 2016 par la procureure Fatou Bensouda, prend en compte plusieurs charges. On note le meurtre et la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution. Le gouvernement de Bujumbura a de son côté immédiatement dénoncé l'autorisation d'enquête annoncée jeudi par la Cour. Mais les juges ont souligné que le Burundi était tenu de coopérer avec la Cour dans le cadre de cette enquête, car celle-ci a été autorisée le 25 octobre 2017, avant la date à laquelle le retrait a pris effet. Le Burundi s'est retiré de la CPI avec effet au 27 octobre dernier, mais le tribunal international reste compétent pour la période précédant cette date où le pays reconnaissait la juridiction. Il faut bien rappeler que ce pays de la région des Grands Lacs est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en 2015 sa candidature à un 3e mandat. Les violences qui ont accompagné cette crise ont engendré au moins 1200 morts, la détention illégale de milliers de personnes et la torture de milliers d'autres, des centaines de disparitions ainsi que le déplacement de plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale.
Au Zimbabwe, l'aéroport international de la capitale Harare a été rebaptisé jeudi. Il porte désormais le nom du président zimbabwéen Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. Voici les images. La Ligue des jeunes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe, avait fait campagne pour changer le nom de l'aéroport. Même le ministre des Transports a reçu des menaces de ne pas être invité à l'anniversaire du président s'il ne se pliait pas à cette demande. Une école d'administration, une rue de la capitale ou encore une route vers sa ville natale, Kutama, porte déjà le nom du plus vieux chef d'État en exercice dans le monde. Au nom du gouvernement du peuple zimbabwéen et en mon nom personnel, je vous remercie sincèrement pour l'honneur que vous me faites en renommant l'aéroport international d'Harare, aéroport international Robert Gabriel Mugabe. Les visiteurs et les touristes d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'ailleurs atterriront directement dans le pays pour découvrir l'une des 7 merveilles du monde, la puissante Moswa Tunia, les chutes Victoria. Pour le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, rebaptiser l'aéroport d'Harare est une insulte pour les Zimbabwéens. Dans un communiqué publié jeudi, la formation de Morgan Tsvangirai a condamné toute tentative de personnification des institutions nationales. L'aéroport d'Harare, construit en 1957, est loin d'être le premier édifice à porter le nom du président, aujourd'hui âgé de 93 ans. Le jour anniversaire du président, le 21 février, a également été déclaré jour férié. Les forces de l'ordre tunisiennes ont émis le souhait de bénéficier d'une loi de protection dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ont demandé aux députés d'adopter un projet de loi qui leur donnera de meilleures garanties. Reportage. Le Parlement tunisien a été saisi par les forces de sécurité pour l'adoption d'un projet de loi censé les protéger dans l'exercice de leur mission. La demande fait suite à plusieurs attaques et agressions dont les policiers tunisiens ont été victimes ces derniers jours dans le pays. Le débat sur cette loi pour la protection des forces de l'ordre n'est pas une première. Il est à nouveau relancé après la mort d'un policier tué à l'arme blanche. Le projet de loi pourrait être voté très prochainement au Parlement, mais cette loi n'est pas appréciée de tous. Du côté des organisations non gouvernementales, on dénonce une loi liberticide et dangereuse pour les droits de l'homme. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, cette loi, une fois adoptée, permettra aux policiers de tuer même en dehors du cadre de la légitime défense. Les ONG dénoncent également le fait que ce projet de loi prévoit de punir la diffusion d'informations critiques à l'encontre des forces de l'ordre et de sécurité sans prévoir une protection pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Les forces de l'ordre ont décidé de mettre la pression sur les députés tunisiens pour accélérer le vote de la loi. Faute de quoi, elles feront lever la protection de ces derniers. Une note environnementale de cette édition au Cameroun, plus précisément à Douala, des pirogues sont désormais fabriquées avec des bouteilles en plastique recyclées. C'est une innovation d'un jeune Camerounais qui espère ainsi aider à débarrasser la ville des déchets plastiques. Reportage. Dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques sont omniprésents et envahissent les canalisations et les égouts. Pour y remédier, Ismaël a créé l'ONG Madiba et Nature. Avec d'autres bénévoles, il ramasse les vieilles bouteilles pour fabriquer des embarcations. Ici, il est question de cibler les drains dans la ville de Douala et de collecter toutes ces bouteilles comme vous voyez là. Nous allons les collecter et nous allons les valoriser. Avec 1000 bouteilles de 1 litre, Ismaël a mis au point une pirogue de 5 mètres de long pouvant embarquer 3 personnes. Une idée originale dans cette région côtière où la pêche est au cœur de l'économie locale. Il y a un vrai manque en pirogue pour la pêche. Plein de jeunes aimeraient pêcher, mais l'accessibilité, ça coûte cher. Une pirogue en bois traditionnelle, c'est entre 100 000 francs et 500 000 francs. Alors, si on peut promouvoir et valoriser ces pirogues qui peuvent servir déjà pour les premières activités simples de pêche et encourager d'autres jeunes à entrer dans l'activité. Donc, c'est pour la pêche. Le prix d'une pirogue recyclée est affiché à 150 €.
soit le prix d'une petite pirogue en bois. Les pêcheurs de Kibri, au sud de Douala, trouvent le projet intéressant malgré quelques réticences. La pirogue que je vois là, la pirogue est bonne. Il manque seulement que ça doit être solide parce qu'il y a un moment, pirogue de vagues. S'il y a trop de vagues, ça ne peut pas aller à mer. Ismaël a investi toutes ses économies pour relever ce défi, soit 1 500 €. Après les pêcheurs, il espère séduire les touristes pour utiliser les barques écologiques comme des kayaks. Au Burkina Faso, la 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet a été lancée à Ouagadougou en présence du Premier ministre Paul Kata Tieba et du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. TIC et sécurité, c'est le thème retenu pour cette année. Des précisions avec notre correspondant sur place, Claude Romba. Vive l'Internet pour tous au Burkina, c'est en ces termes que le Premier ministre Paul Kaba Tieba a lancé à Ouagadougou la Semaine nationale de l'Internet. A eu l'occasion pour le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes de sensibiliser tout le monde sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans un monde désormais connecté à travers un village planétaire. Pour le Premier ministre, le Burkina doit vite combler la fracture numérique. Le pays a un taux d'accès à l'ordinateur de 4% et le taux d'accès Internet est de 19%. En lançant la Semaine nationale de l'Internet, le chef du gouvernement a également donné le clic de départ pour le projet e-Burkina pour qu'Internet circule dans tout le pays. Un projet qui doit réussir sa révolution, tout comme la Poste. Nous sommes en train de travailler pour lancer très bientôt la première plateforme de e-commerce au Burkina Faso. Cette véritable plateforme va permettre aujourd'hui à un paysan, vous avez dû entendre ce que le ministre a dit, un paysan qui est à Touba, un paysan qui est à Luna, soit capable, un artisan qui est dans la même zone, soit capable de vendre ses produits au Burkina Faso et partout dans ce monde. La 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet cette année, faut-il le rappeler, est placée sous le thème TIC et sécurité. Pour le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, parrain de la SNI 2017, cette semaine dédiée à Internet est une opportunité de sensibiliser davantage les jeunes sur les bienfaits et les méfaits des TIC. C'est de sensibiliser la population sur l'usage même d'Internet. On peut utiliser Internet pour s'enrichir, on utilise Internet pour faire des recherches. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a d'autres aussi qui utilisent Internet pour nous nuire. Voilà, nous sommes là dans ce cadre pour les faire savoir qu'il y a des services disponibles lorsqu'ils sont victimes de cybercriminalité. Les visiteurs sont donc attendus toute la semaine sur le site du CIAO pour tout savoir sur les TIC. TIC et développement, c'est donc à saluer au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur les différents sites de SICA et l'actualité en direct sur la télévision. À très bientôt.